Yes, the U.S. has become an oligarchy. As an academic, I am very afraid that there will be suppression of academic freedom. It's already going on in Florida. When things are working well, people say, well, things are working well. I don't have to do anything. Because they do nothing, the powerful take over, they take control, and then they say, well, what can I do? I'm not powerful. And that's the end of democracy. Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du déclin de la liberté sur la planète, oligarchie aux États-Unis, montée des populismes en Europe ou privatisation des médias et des réseaux sociaux. Les libertés se contractent un peu partout dans le monde, d'où cette question, le néolibéralisme détruit-il la liberté, la démocratie comme la planète ? Pour y répondre, nous avons l'immense honneur de recevoir Joseph Stiglitz, professeur d'économie à Columbia, prix Nobel d'économie en 2001, ancien conseiller de Bill Clinton à la Maison-Blanche et auteur des Routes de la liberté chez les liens qui libèrent. Merci beaucoup Joseph, merci d'être venu jusqu'à nous à Paris. Première question, les hommes les plus riches du monde, qui contrôlent aussi des réseaux sociaux très puissants, vont gouverner avec un président milliardaire qui a tenté de renverser le pouvoir par un coup d'État. Les États-Unis sont-ils encore une démocratie ou sont-ils en train de devenir une oligarchie ? Il est très clair que nous sommes une oligarchie. Nous sommes également une démocratie imparfaite. La plupart des démocraties sont probablement imparfaites. Nous avons toujours été imparfaits. Malheureusement, plutôt que d'aller dans le sens d'une plus grande perfection de la démocratie, nous allons dans la direction opposée. Si l'on pense à notre histoire, au début, les seules personnes qui pouvaient voter étaient des hommes riches et blancs, une petite fraction de la population. Aujourd'hui, en principe, tous les Américains ont le droit de vote. Mais il y a une tentative systématique de la part des républicains de supprimer des votes. Et par toute une série de moyens, de faire en sorte que la voix et le vote de certains comptent plus que d'autres. Est-ce que vous avez peur pour vous, pour votre famille, pour les intellectuels, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir ? Jusqu'à présent, je n'ai pas eu peur personnellement. Mais en tant qu'universitaire, j'ai très peur qu'il y ait une forme de suppression de la liberté académique. C'est déjà le cas en Floride. Cela se passe déjà dans de très nombreux endroits. Les gouvernements locaux essaient de restreindre, dans les manuels scolaires, les discussions autour du changement climatique, de la théorie de l'évolution ou de ce qui s'est réellement passé dans l'histoire de l'Amérique, comme avec l'esclavage. Vous pouvez prendre des exemples ? Dans plusieurs États, la discussion sur le changement climatique dans les livres de sciences est supprimée. On ne peut pas l'enseigner. Il y a de nombreux endroits où les discussions sur l'histoire de l'oppression raciale, de la ségrégation et de la lutte pour la liberté, plus de liberté pour les Afro-Américains, est au mieux limitée. Et les interprétations faisant de cette histoire une oppression ne sont pas autorisées. Dans votre livre, vous dites que la liberté est en déclin dans le monde entier, et pas seulement aux États-Unis. Dans quelle mesure la liberté décline-t-elle dans le monde ? Je pense que la raison pour laquelle il y a un fort déclin des libertés dans le monde, c'est que le modèle économique du néolibéralisme a donné la liberté à certains, mais c'est une liberté qui leur permet d'exploiter les autres.
Ce modèle néolibéral n'a pas fonctionné. Cela s'est traduit par un ralentissement de la croissance économique. La croissance qui s'est produite a profité de manière disproportionnée à ceux qui sont au sommet de l'échelle. Il y a eu stagnation au milieu et déclin au bas de l'échelle. Et le sentiment que le système ne fonctionne pas est très répandu. Les élites qui leur ont promis que tout le monde s'en sortirait mieux sont discréditées. Et les gens cherchent, ou plutôt exigent, une alternative. Lorsque j'ai écrit mon livre, Le prix de l'inégalité, j'ai dit « Cela crée un champ fertile pour un démagogue ». Et j'ai également souligné qu'il y avait un grand vivier de démagogues. Je n'avais pas prévu à quel point le démagogue américain s'avérerait mauvais. C'était il y a 10 ans, quelque chose comme ça? C'était il y a 12 ans. Il s'agissait de l'article sur lequel le livre était basé. Cet article a été publié en 2011 et il s'intitulait « Sur les 1%, pour les 1%, par les 1%. » L'inégalité, c'est le carburant du populisme? Oui, je pense que c'est le cas. Je veux dire que je pense que lorsqu'elle est de l'ampleur de ce que nous voyons ici, et lorsqu'elle est le résultat de l'exploitation. C'est une chose pour un individu de devenir riche en innovant, en créant quelque chose. C'en est une autre de s'enrichir en exploitant quelqu'un d'autre, que cette exploitation vienne d'un monopole ou comme dans le cas d'une très riche famille américaine de la vente de drogue, des opioïdes, entraînant une épidémie de décès dus aux opioïdes et à d'autres drogues. C'est très intéressant. En 1890, le gouvernement américain a adopté le Sherman Antitrust Act, une loi conçue pour briser les monopoles et les entreprises qui devenaient trop puissantes. Est-ce qu'on est en train de revivre une période similaire? Oui, mais je pense d'une manière bien pire. Lorsque nous avons des monopoles de l'acier, comme Carnegie, ou du pétrole, avec Rockefeller, ou du tabac, c'est mauvais. Mais quand on a des monopoles sur les moyens de communication, ça donne aux entrepreneurs le pouvoir de nous façonner, de façonner nos esprits, de façonner nos croyances. C'est beaucoup plus puissant. C'est ce qui a été écrit dans ces livres célèbres, dans 1984 ou La ferme des animaux, où le gouvernement utilisait, pourrait-on dire, la propagande pour nous façonner. Mais aujourd'hui, nous avons privatisé la propagande. Le secteur privé a la capacité de polluer notre écosystème avec de la mauvaise information ou de la désinformation. Et ils l'ont fait à une échelle incroyable. Quelles sont selon vous les causes profondes de ce renouveau du populisme dans le monde et quels sont les liens avec le néolibéralisme? Les liens entre ce populisme autoritaire et le néolibéralisme sont très simples et c'est lié aux idées que je viens de décrire. Le néolibéralisme a donné aux entreprises la liberté d'exploiter les autres. L'un des thèmes majeurs de mon livre est que la liberté des uns est la servitude des autres. Je cite Isaiah Berlin, qui dit en fait que la liberté des loups, c'est la mort des moutons. Nous avons donné la liberté aux loups, la liberté aux multinationales, et cela a signifié non pas la mort, mais le désespoir des individus ordinaires. Ces loups sont devenus milliardaires en exploitant les citoyens ordinaires, et comme on pouvait s'y attendre, ça a suscité du ressentiment et de la colère.
La différence entre les promesses du néolibéralisme et la réalité a conduit à la défiance à l'égard de ceux qui les avaient faites. Et je pense que ce sont les élites politiques, y compris les élites politiques des partis de l'establishment, démocrates et républicains, qui ont fait ces promesses. Ils se sont retournés contre elles. Au sein du Parti républicain, Trump a opéré un virage à 180 degrés par rapport aux républicains traditionnels. Il a capturé le parti, mais les gens voient très clairement qu'il n'est pas un républicain conventionnel. Les républicains traditionnels étaient des mondialistes. Ils prônaient le libre-échange. Lui, il représente tout le contraire. Il est nationaliste, ce qui est un courant historique du Parti républicain, mais ce n'est pas le courant dominant depuis la Seconde Guerre mondiale. En ce sens, le Parti républicain revient à ses valeurs d'avant-guerre. Il y a une idée que j'ai trouvée très intéressante dans votre livre, c'est que vous dites que contrairement à ce qu'on pense généralement, les régimes autoritaires naissent non pas lorsque les États sont trop interventionnistes, mais au contraire là où les gouvernements ne régulent pas assez la société. Est-ce que je vous ai bien compris? Oui, c'est exact. Et je voudrais juste souligner que le développement de ce populisme autoritaire est plus fort dans un pays comme les États-Unis parce que les gens se sentent trompés. Ils ont le sentiment que quelque chose ne va pas. Dans les pays où les inégalités sont moins fortes, le gouvernement fournit des services, une éducation, des services de santé, des retraites adéquates. Il y a un sentiment de bien-être et il n'y a pas cette colère que nous avons. Et vous savez, nous regardons souvent les statistiques sur les revenus, le PIB très élevé des États-Unis, mais ce qui intéresse vraiment les gens, c'est le niveau de vie, le bien-être. Et toutes les enquêtes sur le bien-être montrent que les États-Unis se situent au bas de l'échelle. L'espérance de vie est un véritable indicateur de bien-être. Si vous ne vivez pas, vous ne pouvez pas avoir de bien-être. Elle est en train de s'effondrer aux États-Unis. Aux États-Unis, elle est plus basse que dans tous les autres grands pays avancés. Elle est en baisse. Et les disparités d'espérance de vie sont les plus importantes entre ceux qui sont assez riches pour bénéficier des soins merveilleux que nous pouvons fournir au sommet de la pyramide et les soins réels que reçoivent ceux qui sont au bas de l'échelle. Nous parlons souvent des oligarques pour la Russie, mais est-ce qu'on peut parler d'oligarques aux États-Unis, en France, des milliardaires puissants qui sont désormais très proches du pouvoir? Il y a cette idée intéressante qui est que généralement ils font beaucoup d'argent avec les États. Et si on prend le cas de Musk avec Tesla ou SpaceX, il a reçu beaucoup d'argent de la part de l'État américain. Mais au-delà d'Elon Musk, il y a beaucoup de milliardaires qui bénéficient de leur proximité avec l'État. Oui, les États-Unis sont devenus une oligarchie. Et ce que vous avez dit est tout à fait juste. Mais il y a une particularité pour les États-Unis. Les oligarques américains parlent souvent de libertarisme. Ils parlent d'un gouvernement au pouvoir réduit, mais ils ne mentionnent pas combien ils bénéficient eux-mêmes du gouvernement. Par exemple, prenons le cas d'Elon Musk. Tesla a survécu grâce à un prêt de presque un demi-milliard de dollars du gouvernement fédéral où le gouvernement n'a pas pris l'avantage. Si l'État avait pris les bénéfices, par exemple s'il avait dit « si Tesla se rétablit, nous voulons obtenir des actions », alors Elon Musk ne serait pas aussi riche et le gouvernement américain, lui, le serait beaucoup plus. Mais comme vous le dites, SpaceX reçoit des milliards de dollars du gouvernement américain et beaucoup d'argent d'autres gouvernements également. Donc oui, cette oligarchie est maintenant très solidement établie
et parce qu'elle contrôle une grande partie des médias, des réseaux sociaux, Twitter, X, elle a la possibilité de façonner la manière dont une grande partie de la population pense d'elle. how very large portions of the population think about them. Vous dites que le concept de liberté a été en quelque sorte capturé par les néolibéraux. Toutes les formes de réglementation désormais sont considérées comme punitives. Comment le néolibéralisme est-il parvenu à détourner le concept de liberté? Oui, c'est une véritable histoire. C'est une véritable histoire de succès intellectuel, si l'on peut dire, que le groupe même qui a sapé les libertés de tant de personnes, qui a donné la liberté aux loups d'exploiter les moutons, de tuer les moutons, ait vendu cette idée de liberté. Je pense qu'il faut examiner cela en particulier dans le contexte américain, où la révolution américaine contre la Grande-Bretagne, entraînant la libération des États-Unis du colonialisme, a été décrite comme une révolution pour la liberté. Vous voyez que ce regard sur notre glorieux passé est une question de liberté. Donnez-moi la mort ou donnez-moi la liberté. About freedom. Give me death or give me freedom. But scholars more recently have reinterpreted. Mais les universitaires ont récemment réinterprété cette histoire. Ils réalisent aujourd'hui qu'il ne s'agissait pas de liberté, car la plupart des Américains du Sud étaient des esclaves et qu'ils n'ont pas été libérés. S'il s'agissait de liberté, cela aurait été la fin de l'esclavage. S'il s'agissait de démocratie, il s'agirait de donner le droit de vote à d'autres personnes que les riches hommes blancs. D'une certaine façon, ce qu'il s'est passé, c'est un peu plus qu'un changement d'élite, passant de celle de Westminster en Angleterre à celle des colonies américaines. Il s'agissait donc d'un changement de contrôle politique d'une élite à une autre, mais pas de liberté. Mais ils se sont emparés de cette histoire. C'est pourquoi vous voyez dans le Parti républicain, les ultra-conservateurs s'appelaient le Freedom Caucus, sans comprendre profondément ce que signifie la liberté et comment nous devons équilibrer ces libertés. Si j'ai écrit ce livre, c'est en partie parce que je voulais que la gauche s'empare à nouveau du concept de liberté, de dire « réfléchissons plus profondément à ce que nous entendons par liberté, comment nous obtenons la liberté, et réalisons que le programme progressiste, le programme de la gauche, donne plus de liberté à un plus grand nombre de gens. » Il y a une idée intéressante d'un philosophe français qui dit qu'en gros, il y a une conception libérale de la liberté qui reprend l'absence de frontières, l'absence de barrières, l'absence de contraintes, et qu'il y a au contraire une conception plus à gauche de la liberté qui consiste à donner plus d'autonomie aux gens. Est-ce que vous partagez cette vision de la liberté? Ma façon de voir les choses est un peu plus étroite que celle du philosophe français, plus proche de celle d'un économiste. La liberté, c'est la liberté de choisir. On pourrait parler d'agence, ce dont parlait le philosophe français, mais c'est aussi l'étendue de ce que vous pouvez choisir. Si vous êtes au bord de la famine, vous faites ce qu'il faut pour survivre. Vous n'avez pas de liberté. Et quelqu'un pourrait dire que vous avez la liberté de vous laisser mourir de faim d'une manière ou d'une autre. Pour l'individu qui est sur le point de mourir, une façon de mourir de faim ou une autre façon de mourir de faim sont équivalentes. Ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la capacité des gens à réaliser leur potentiel.
On pourrait dire la liberté de vivre à la hauteur de son potentiel. Et je veux accroître cette liberté autant que possible. J'insiste également sur le fait qu'à chaque fois que les libéraux européens parlent de contraintes, ils ne tiennent pas compte que les actions d'une personne affectent nécessairement celles d'une autre. Ils n'envisagent donc la question que d'un seul point de vue. Ainsi, la liberté des entreprises de polluer l'atmosphère prive les autres de leur liberté d'avoir une vie. Si vous souffrez d'asthme et qu'elle pollue avec du dioxyde de soufre, quelqu'un va mourir. C'est pourquoi donner plus de liberté à une personne, c'est réduire le champ d'action d'une autre personne. Ensuite, je dis que la société doit prendre une décision. Nous vivons ensemble. Qu'est-ce qui est le plus important? La liberté de polluer ou la liberté de vivre? Et pour moi, la réponse est évidente. La liberté de vivre est plus importante que la liberté de polluer des entreprises. Est-ce que c'est ce qui se passe finalement avec la crise climatique? Pour résumer, si un milliardaire fait un voyage dans l'espace, ça conduit in fine à ce que des gens meurent dans des inondations ou dans des incendies. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce que nous voyons actuellement. Les incendies de Los Angeles tuent des gens, détruisent des biens. C'est le résultat du changement climatique, du réchauffement de la planète. Ce qui fait qu'envoyer des gens dans l'espace, ce qui n'a d'ailleurs aucun bénéfice social, et de dépenser des sommes folles pour une virée, est un bon exemple de la manière dont la liberté des uns prive les autres de leur liberté. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote historique, mais le 20 février 1933, 24 puissants PDG allemands comme ceux de Krupp, Opel, Siemens ont été reçus par Hitler qui venait de devenir un mois plus tôt chancelier. Ils ont été invités à financer la campagne du parti nazi pour les élections législatives et ils l'ont fait. Aujourd'hui en France, on voit de nombreux chefs d'entreprise qui préfèrent voir l'extrême droite arriver au pouvoir plutôt que la gauche. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Les chefs d'entreprise s'accommodent de l'extrême droite? Les chefs des grandes entreprises s'accommodent de l'extrême droite? Nous avons la même chose aux États-Unis. L'ampleur des contributions d'Elon Musk pour Donald Trump, l'ampleur des contributions pour son investiture. 250 millions de dollars ont été donnés. 1 million de dollars a été donné pour l'inauguration. Une somme inouïe. C'est une sorte de génuflexion qui s'est déroulée. Ce qui me dérange encore plus, ce n'est pas seulement les contributions à la campagne de Trump, mais la volonté de ces chefs d'entreprise de revenir sur les engagements qu'ils ont pris en matière de responsabilité sociale. Des personnes comme Larry Fink de BlackRock ont mené l'abandon des comités d'action pour le climat et des entreprises ont abandonné leur DEI. Les efforts de diversité visant à accroître l'égalité et l'inclusivité. Il s'agit de valeurs fondamentales de notre société. Et avant Donald Trump, elle ne les défendait que du bout des lèvres. Certains d'entre nous ont dit « Oh, nous avons une nouvelle ère d'hommes d'affaires responsables ».
Beaucoup d'entre nous étaient sceptiques. Nous avons dit qu'il s'agissait de relations publiques, et malheureusement, il s'avère que c'est le cas. Dès qu'il est devenu politiquement gênant d'être bon, ils ont changé de direction. Je pense que, malheureusement, cela ternira de façon permanente, ou du moins à long terme, les chefs d'entreprise dont nous parlons. Et cela conduira à une plus grande polarisation de notre société. Il y a une autre idée intéressante dans votre livre où vous citez un poète britannique qui un jour a dit Aucun homme n'est une île ». L'erreur de nombreux économistes, c'est de penser à la liberté uniquement dans un sens individuel. C'est tout à fait vrai. C'est le sujet dont j'allais parler. Les libéraux européens pensent souvent aux contraintes qui pèsent sur un individu. Mais ils ne pensent pas la liberté de manière systémique. Aucun homme n'est une île. Et les contraintes que vous imposez ou n'imposez pas à une personne peuvent en affecter d'autres. L'une des motivations de mon livre est le débat qui a eu lieu aux États-Unis pendant la pandémie sur le masque et les vaccins. Les gens de droite disaient « prendre un vaccin, porter un masque ou respecter une distance sociale me prive de ma liberté ». Ma réponse est « si vous ne faites pas ces choses, le Covid se propage. Et à l'époque, il était très virulent. Et vous risquez la vie des autres ou leur droit de ne pas être dans un hôpital, de ne pas avoir peur en permanence. » C'est ainsi que, dans une société fermée où nous interagissons, la liberté des uns prive les autres de leur liberté. L'autre chose que nous avons tout le temps en Amérique, c'est la liberté de porter un fusil automatique AK-47. Et vous regardez cela et vous dites, eh bien, cela a fait disparaître la liberté de ne pas avoir peur. Chaque jour, dans les écoles, les parents s'inquiètent de savoir si leurs enfants vont bien rentrer à la maison parce qu'ils ont peur qu'il y ait une tuerie dans leur école. Qu'est-ce qui est le plus important? La liberté de porter un AK-47 ou la liberté pour ces enfants de vivre et la liberté pour leurs parents de ne pas avoir peur? Ils n'ont pas besoin de s'entraîner, de savoir ce qu'il faut faire lorsqu'un tireur entre dans une salle de classe, de savoir qu'il faut s'abriter sous le bureau. À l'école, nous avions des exercices pour se protéger en cas de bombardement nucléaire. Aujourd'hui, nous avons mis en place dans nos écoles des exercices pour savoir ce qui se passe lorsqu'un AK-47 entre dans une classe. Ça fait vivre chaque enfant dans la peur. Donc, pour moi, nous vivons dans une société où ces libertés doivent être équilibrées. Et dans ces cas-là, l'équilibre, je crois, est facile à trouver. Vous dites également que les libéraux considèrent la fiscalité comme une privation de liberté. La fiscalité, au contraire, ça peut rendre les gens plus libres ou c'est nécessairement quand même une privation de liberté? Eh bien, c'est un autre exemple où il faut trouver un équilibre. Et je reviens à ma définition de la liberté, l'étendue de ce que vous pouvez faire. Permettez-moi d'illustrer mon propos une fois de plus, avec l'histoire de la pandémie qui semble si lointaine, mais qui n'a eu lieu qu'il y a 5 ans, moins de 5 ans même. Nous ne serions pas ici en train de parler si nous n'avions pas eu le vaccin, ce vaccin Covid-19 si efficace, qui était basé sur la plateforme d'ARNM. Cette plateforme a été financée par le gouvernement. Le passage de cette plateforme à un vaccin qui fonctionne a été presque totalement financé par le gouvernement. Mais si le gouvernement doit financer cela, il doit trouver de l'argent et cela signifie des impôts. La question se pose donc, comment pondérer la légère contrainte dans les dépenses que les impôts reflètent
et le droit de vivre. Le vaccin vous a donné le droit de vivre, ou le droit de ne pas être à l'hôpital, de ne pas vous inquiéter. Eh bien, encore une fois, c'était très clair, c'était de l'argent bien dépensé. Et même la personne la plus riche dirait que, oui, cela vaut la peine de payer une partie de mes revenus au gouvernement pour avoir le droit de vivre. Est-ce que vous pensez qu'il existe un parallèle entre le déclin de la liberté individuelle et le déclin de la liberté des États? Est-ce que finalement la mondialisation a réduit la liberté des États dans le monde? Je pense qu'il y a un parallèle. Dans mon livre, j'essaie de le faire ressortir. Nous parlons de souveraineté, mais nous devons imposer des contraintes, et c'est le but du droit international. L'une des raisons pour lesquelles nous avons un droit international, et j'aimerais que nous l'appliquions davantage, c'est qu'il contraint les loups. Donald Trump a soulevé la question de savoir s'il allait envahir le Groenland. Le Danemark et le Groenland sont donc désormais confrontés au risque d'une invasion. La plupart d'entre nous se disent que cela ne peut pas arriver. C'est impossible. Le droit international ne le permet pas. Mais Donald Trump ne croit pas au droit international. C'est pourquoi je pense, comme la plupart des gens, qu'il faut contraindre Donald Trump. Nous devons le contraindre. Nous ne voulons pas vivre dans un monde de jungle où la liberté d'une personne peut vraiment interférer avec celle des autres. Des questions similaires se posent avec les questions commerciales. Il y a près de 200 ans, nous avons assisté à un épisode très déplaisant de ce type, la guerre de l'opium. L'Occident a dit à la Chine, « Nous avons le droit de vous vendre de l'opium. » La Chine a répondu qu'elle n'en voulait pas, qu'elle ne voulait pas rendre son peuple addict. Et l'Occident a dit, « Nous ferons la guerre pour nous assurer que nous sommes libres de vous vendre de l'opium. » Il est très clair pour moi que cette liberté a privé la Chine de sa liberté fondamentale. Aujourd'hui, nous ne le ferions plus. Nous dirions que c'est scandaleux, mais c'était la réalité. Et si nous regardons autour de nous, Donald Trump essaie de créer ce genre de monde, où les puissants dictent leurs conditions, et le droit international ne signifie rien. You were part of Clinton's administration and Vous avez fait partie de l'administration Clinton et les dirigeants de l'époque comme Clinton, Blair, Schroeder ont été des dirigeants qui ont mis en œuvre beaucoup de lois et de politiques libérales. À cette époque, les idées libérales étaient si fortes qu'elles ont été jusqu'à corrompre les dirigeants de gauche. Oui, je dirais qu'il y a des différences importantes entre les différents dirigeants. Mais les idées néolibérales étaient tout simplement très répandues, même au sein du centre-gauche. Le centre-gauche voulait dire que nous allions au-delà du socialisme en Europe. En Amérique, nous allions au-delà du New Deal de Franklin Roosevelt. Nous sommes dans un monde nouveau. Ils voulaient montrer qu'ils étaient modernes. Ces idées ont donc eu beaucoup d'influence sur eux. Je ferai quand même quelques distinctions. Je pense qu'il y avait un élément de réelle corruption pour beaucoup d'entre eux. Schröder a fini, après avoir rendu l'Allemagne dépendante du gaz russe, président de Gazprom. C'est la même chose pour Fillon, notre ancien Premier ministre.
Oui, donc c'était de la corruption. C'était l'attrait de l'argent. Il a mis son pays en danger. J'ai écrit à ce sujet dans l'un de mes livres, Making Globalization Work. J'ai dit, c'est absurde. C'était insensé pour l'Allemagne de devenir si dépendante du gaz russe, et nous avons vu les conséquences lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Dans le cas de Clinton, il était ambivalent. Nous avons eu un débat intense entre des gens comme Bob Reich, le ministre du Travail, et moi-même. D'un côté, nous parlions de la protection sociale des entreprises. Nous disions qu'il fallait des restrictions, veiller à ce que le marché soit concurrentiel. Nous nous inquiétions du manque de concurrence. Il y avait donc ce côté-là. Et puis, il y avait les Robert Rubin, Larry Summers, qui étaient très clairement du côté des entreprises. Larry Summers préconisait, par exemple, d'abaisser l'impôt sur les plus-values, augmentant les inégalités. Le débat était donc actif au sein de l'administration Clinton. Trop souvent, la réponse tombait du côté des entreprises et des riches. Mais au moins dans l'administration Clinton, je pense que nous avons eu, pendant les 4 premières années, un vrai débat sur ces questions. Supposons que par chance, je sois élu président français demain, et je vous invite à me donner quelques conseils pour rendre les gens plus libres. Quel serait le premier conseil que vous donneriez à un président ou un premier ministre pour que son peuple soit plus libre? La liberté comporte tellement de dimensions qu'il ne s'agit pas d'une recette simple. C'est un vaste programme. Nous avons parlé un peu de l'environnement, du changement climatique. Les jeunes, s'ils veulent être libres de vivre leur vie, nous devons faire quelque chose pour le changement climatique. Nous en voyons déjà les effets, mais l'effet sur eux dans les 30 prochaines années sera énorme. L'une des premières choses que je dirais est donc de faire quelque chose de très fort pour lutter contre le changement climatique, limiter la pollution. Il existe toute une série de combinaisons d'investissements publics, de réglementations, d'incitations fiscales qui peuvent être mises en œuvre pour limiter le changement climatique et renforcer la liberté des jeunes pour qu'ils puissent choisir l'avenir qu'ils souhaitent. Je pense que l'une des questions débattues en France est celle de la retraite. Comment avoir une bonne retraite? Nous bénéficions des progrès de la médecine qui ont prolongé notre espérance de vie et notre capacité à travailler. Cela a eu un impact sur la viabilité économique des anciens systèmes de retraite. Mais en même temps, elle a accru les disparités dans notre société. Un ouvrier qui travaille physiquement tous les jours, son espérance de vie n'a pas augmenté de la même manière qu'un professeur comme moi. Je peux enseigner. J'ai 81 ans. Je vais sur mes 82 ans et j'enseigne toujours à plein temps. J'adore ça. Et la différence d'espérance de vie est énorme. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est une différence de l'ordre de 10 ans, c'est fou. Et aux États-Unis, c'est encore plus que ça pour l'espérance de vie. Donc, si vous aviez le même système de retraite pour tout le monde, à la même date, cela reviendrait à ne donner aucune retraite au col bleu et une très longue retraite pour quelqu'un qui vit une vie sans stress. Ce n'est pas juste. Nous devons donc reconnaître qu'un système de retraite qui permet à quelqu'un d'avoir une retraite décente, cette part importante de votre liberté, doit être différencié, subtil
et doit tenir compte de l'historique de votre travail et de votre santé. Cela doit donc être malheureusement compliqué, pas trop compliqué. Il faut que ce soit compréhensible. C'est là tout l'art. Et je pense que d'après ce que j'ai vu, les propositions des gouvernements n'ont pas reflété la diversité des situations. Et les gens pensent généralement que le marché est très efficace, alors qu'au contraire, les gouvernements ou les administrations sont particulièrement inefficaces. Ce que vous dites, c'est que ça n'est pas vrai en fait. Le marché peut être aussi très inefficace. Je pensais par exemple aux assurances qui commencent à refuser d'assurer certaines parties du pays à cause des incendies ou des inondations. Les marchés ne sont pas aussi efficaces qu'on pourrait le penser. C'est tout à fait exact. Nous avons fait des études où l'on regarde le pourcentage d'argent qui va au coût administratif dans les rentes. Une retraite est une rente. Nous utilisons des termes différents, mais il s'agit bien d'une rente. Et il faut une certaine somme d'argent pour gérer une rente. Le gouvernement est beaucoup plus efficace que le secteur privé. C'est compréhensible car le secteur privé doit faire de la publicité et de la vente. Le gouvernement n'a pas à le faire. Mais en fin de compte, les coûts administratifs dans les programmes gouvernementaux ne représentent qu'une fraction de ce qu'ils sont dans le privé. Prenons un autre exemple. La France a un système de santé publique. Qui est le plus efficace? Le système de santé publique français ou le système de santé américain? La question ne se pose pas. En termes de pourcentage du PIB, le coût des soins de santé en France représente la moitié de ce qu'il est aux États-Unis, juste un peu plus de la moitié. Et les résultats sont meilleurs. Et le coût de la santé publique à Singapour est la moitié de celui de la France. Alors oui, certains gouvernements sont plus efficaces que d'autres. Certaines entreprises sont plus efficaces, mais les entreprises publiques sont plus efficaces que les entreprises privées. Regardez la façon dont les compagnies d'assurance privées américaines traitent les individus. Si l'on intègre réellement le coût sociétal total, le temps que l'Américain ordinaire doit passer à essayer de comprendre, à traiter avec sa compagnie d'assurance privée, c'est un coût réel. Et c'est, permettez-moi de le dire très franchement, très, très laid. Cela s'est tellement dégradé que le PDG d'United Health a été assassiné. Et quand cela s'est produit, personne n'aime l'idée d'un assassinat. Mais tout le monde aux États-Unis a compris la situation qui a conduit à cet assassinat. C'est donc la réalité. Les entreprises privées ne sont pas efficaces. L'une des confusions autour d'Elon Musk, c'est qu'il est peut-être bon pour fabriquer des voitures. Pas aussi bon que les entreprises chinoises, mais il est peut-être bon. Mais le secteur public fournit des services et c'est un processus de production très différent. Il s'agit de relations humaines. Et nous avons vu que certaines des relations humaines de Musk ne sont pas vraiment idéales. Une des pistes que vous suggérez dans votre livre, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une plus grande diversité d'institutions et pas seulement des entreprises qui cherchent en gros le profit à tout prix. Pour vous, quel serait l'intérêt d'une plus grande diversité d'institutions? La raison pour laquelle j'appelle à une diversité d'institutions, c'est que tout n'est pas adapté aux entreprises à but lucratif.
en partie à cause de ce que j'appelle l'information imparfaite et asymétrique. C'est pour cela que j'ai reçu le prix Nobel. Et cela signifie que, dans la fourniture de certains services clés, les personnes qui reçoivent ces services ne savent pas ce qu'ils reçoivent, ont du mal à juger ce qu'ils reçoivent. Vous allez voir un médecin parce qu'il en sait plus que vous, et vous n'êtes pas sûr qu'il vous donne le bon diagnostic. Vous ne voulez pas avoir l'impression qu'il vous vend des services, car cela reviendrait à dire que plus il vous offre de services, plus il gagne d'argent. Vous voulez qu'il se consacre à vos intérêts et non à la maximisation des profits. L'éducation. Donald Trump a créé l'université Trump. Elle a excellé dans une chose, l'exploitation. Elle n'a fourni aucun service. Les gens allaient à l'université Trump. Ils ont payé de l'argent parce qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'un entrepreneur à succès. Ils se disaient, peut-être qu'il va me donner la recette du succès. Si l'on regarde les États-Unis, l'une de leurs forces est leur système d'enseignement supérieur. Des gens du monde entier viennent aux États-Unis pour y faire leurs études. Parmi les meilleures universités, il n'y en a pas une seule à but lucratif. Les universités à but non lucratif sont Harvard, Yale, Columbia, Princeton, Stanford. Il y a aussi les universités d'État comme Berkeley, mais aucune d'entre elles n'est à but lucratif. C'est donc un autre exemple d'institutions très performantes qui sont à but non lucratif. Dernier exemple dont je parle, nous devenons de plus en plus une économie de soins. Les personnes qui prodiguent des soins doivent faire preuve d'empathie. C'est ça qui devrait les motiver, pas l'exploitation, pas les profits. Réfléchissez. Feriez-vous confiance à une institution à but lucratif, une entreprise pour s'occuper d'une personne âgée souffrant de démence? Elles ne savent pas comment elles sont traitées. Je m'inquiète lorsqu'un fonds spéculatif de Wall Street achète une maison de retraite. Je me demande, que connaissent-ils de la prise en charge des personnes âgées? Pourquoi le font-elles? Je peux avoir des soupçons parce que c'est un groupe que l'on peut vraiment exploiter facilement. C'est ce qui s'est passé en France. Il y a des personnes âgées qui ont été particulièrement maltraitées dans des maisons de retraite appartenant à des grands groupes. Léopold Kohr a dit que quand quelque chose ne va pas, il y a quelque chose qui est trop grand quelque part. Je vais le citer, dans l'immense tout s'effondre, même le bien, car comme il apparaîtra avec de plus en plus d'évidence, le seul et unique problème du monde n'est pas le mal, mais la taille excessive. Est-ce que finalement, le pire des désordres ne vient-il pas d'une mondialisation qui permet des multinationales trop puissantes, des milliardaires trop riches, des réseaux sociaux trop influents? Est-ce que le problème principal de nos sociétés, c'est pas la taille des phénomènes? Je pense que c'est un problème critique. Historiquement, dans nos lois sur la concurrence aux États-Unis, nous avons rejeté la taille seule comme l'aspect dominant et dit que l'important, c'est la taille par rapport au marché. Je peux, par exemple, être une petite entreprise, mais dominer un marché important et donc avoir un pouvoir de marché. Mais s'il y avait un grand marché, je pourrais être une grande entreprise, mais ne représenter qu'une petite fraction du marché. Alors, je n'aurais pas de position dominante. Ainsi, historiquement, en matière d'antitrust, c'est la taille par rapport au marché qui est déterminante. Mais il y a une nouvelle façon de voir les choses, qui va dans le sens de votre citation. C'est que la taille elle-même est importante
en raison du rôle qu'elle peut jouer dans notre politique, non pas sur le marché privé, mais dans notre discours politique. Aux États-Unis, ceux qui défendent l'argument selon lequel l'on doit se préoccuper de la puissance, de la taille, c'est ce qu'on appelle un mouvement néo-brandésien. Peu importe la manière dont vous définissez le marché, si vous avez quelqu'un qui est milliardaire, multimilliardaire comme Musk ou Zuckerberg, ils ont une énorme influence. Leur taille dénature notre démocratie. La démocratie a été inventée dans des endroits où il y avait en gros 30, 40 000 personnes à Athènes. Est-ce qu'on peut avoir une démocratie réelle dans des endroits où il y a des millions, voire des milliards d'habitants? Je pense que oui. Nous devons travailler très dur pour obtenir l'engagement des citoyens. Trop souvent, quand les choses fonctionnent bien, les gens disent « si les choses fonctionnent bien, je n'ai rien à faire ». Et alors, parce qu'ils ne font rien, les puissants prennent le dessus, ils prennent le contrôle, les gens se disent alors « qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas puissant ». Et c'est la fin de la démocratie. C'est pourquoi il faut l'engagement de tous. Maintenant, en ce moment même, quand je regarde les États-Unis, nous avons l'engagement de certains groupes, ceux qui veulent remettre en cause l'avortement, ils sont très engagés, le lobby des armes à feu, très engagé, les grandes entreprises qui veulent utiliser le gouvernement pour augmenter leurs profits, très engagées. Le problème, c'est qu'il y a ces intérêts particuliers, très engagés, et la masse des gens qui souffrent de leurs actions, qui ne sont pas engagés. Pour chaque problème, ils peuvent dire qu'ils n'ont aucun effet, mais collectivement, s'ils s'unissent, ils peuvent faire contrepoids. C'est donc la raison d'être de la société civile. Si nous voulons que notre démocratie fonctionne, nous devons contrer ceux qui considèrent l'État comme un mécanisme permettant de faire avancer leurs intérêts et recréer un État où l'intérêt de tous est ce qui est recherché. Joseph Stiglitz, thank you. It was a pleasure to talk to you today. C'était un plaisir de vous parler.